Salut tout le monde, bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. Cette semaine, on parle des 4 étapes clés pour atteindre 100 000 $ de revenus par mois récurrents en ayant du profit et en aidant un max de personnes. Donc, on va commencer avec le point numéro 1. Le point le plus important, si tu veux avoir du succès dans ta compagnie de coaching, que tu aies un gym privé, que tu sois online, c'est d'être un bon entraîneur et ensuite de ça, un bon coach. Et c'est quoi la distinction entre les deux? C'est que l'entraîneur, il faut comprendre que c'est de connaître la biomécanique, la programmation, la périodisation, la nutrition, tous ces aspects-là. C'est la base. OK? Vous devez être bon là-dedans. Et la deuxième étape, c'est d'être bon à le coacher. Parce que tu as beau avoir toute la théorie du monde sur toutes les affaires, de tout connaître des trucs, que si tu n'es pas capable de créer du changement chez les gens, il n'y a rien qui va fonctionner de ça. Donc, le but avec notre job, ce qu'on fait comme entraîneur, c'est vraiment d'amener des changements chez les gens qui sont durables dans le temps. Et il y a un aspect psychologie, un aspect de mindset et un aspect coaching. Il y a plusieurs affaires, mais on doit être bon aussi là-dedans. Puis je ne dis pas j'ai déjà parlé dans un autre podcast, on n'est pas outillé à avoir de donner de l'aide psychologique aux gens, sauf qu'il y a quand même certains concepts de changement qu'on doit mettre en place, d'être capable de poser des bonnes questions aux gens. J'ai fait d'autres podcasts là-dessus si vous voulez en savoir plus sur la communication puis le coaching. Mais gardez en tête qu'on doit rester dans notre ligne. Donc ça, c'est la base. Parce que si vous n'êtes pas bon entraîneur puis vous n'êtes pas bon coach, ça va faire que peut-être que vous êtes bon en marketing pour vous faire connaître, mais tôt ou tard, ça va vous freiner. Parce que qu'est-ce qui arrive quand tu as quelqu'un qui n'est pas capable de faire tel mouvement dans le gym, qui ne suit pas son plan, que les gens n'ont pas de résultats, ça fait en sorte que ça nuit beaucoup à ton bouche-oreille qui est le poumon de ta business. Si tu n'as pas de bouche-oreille, si le monde n'en parle pas, ça fait en sorte qu'il n'y a rien qui va avancer. Okay? Donc, la première étape pour vous rendre à 100 000 par mois, c'est d'être un excellent coach puis un excellent entraîneur. Pourquoi aussi? C'est parce que vous allez engager d'autres entraîneurs éventuellement et vous devez les coacher à devenir des bons coachs. L'affaire avec le coaching, c'est que peu importe ce que vous faites à grossir une business, surtout en partant de vous avez une passion puis vous allez grossir ça, vous allez avoir à coacher beaucoup de monde. Et ce qui arrive, c'est que là, vous allez coacher du monde qui travaille pour vous. Donc, des entraîneurs, un admin, whatever. Mais vous devez avoir une certaine façon de faire et être connaissant. Parce que si un de vos entraîneurs vient vous voir et dit « Hey, j'ai tel client qui a telle problématique, je ne sais pas trop quoi faire », mais selon moi, vous devez être la ressource de cette personne-là. Puis éventuellement, vous allez avoir du monde qui vont devenir meilleurs. À 100 000 par mois, vous devez avoir des entraîneurs qui sont meilleurs que vous dans l'équipe. Sauf qu'à la base, il faut être un bon entraîneur et être un bon coach pour se faire connaître et avoir des réels résultats avec les gens. Donc, présentement, si vous voulez bâtir une business sur le long terme, je vous invite fortement à vous former en entraînement, en nutrition, en psycho, en coaching. Il y a plein de bonnes formations là-dessus, mais ayez du temps mis là-dedans. Oui, c'est beau le marketing. Oui, c'est beau scaling business. Mais vous devez devenir un expert à ce que vous faites si vous voulez vous faire connaître puis si vous voulez vraiment avoir des résultats avec vos clients. La deuxième étape, maintenant qu'on a ça en place, ça se peut que ça prenne 3-4 ans à déjà devenir bon avec vos clients. Puis je ne vous dis pas de ne pas commencer à scaler votre business, mais déjà là, comme il faut que les 3 à 5 premières années soient dédiées à devenir un bon coach, un bon entraîneur, puis vraiment à optimiser vos connaissances que vous avez, vos compétences dans ces secteurs. Ensuite de ça, là, on va commencer à switcher vraiment à devenir meilleur en 2 choses. Le marketing et la vente. Et le marketing, c'est énorme là, comme terme. Je veux dire, c'est dans plusieurs affaires. Il y a le branding, il y a les réseaux sociaux, le copywriting, il y a le storytelling, il y a tout ce qui est technologie aussi, les funnels, les ci, les ça, les stratégies. Mais vous devez devenir bon à ça. On va y aller par level. Donc, le level numéro 1 qui est le plus simple, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est la façon la plus simple de vous faire connaître, c'est via les réseaux sociaux. Parce que, imaginez, il y a 50 ans, partir d'une business de coaching, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Vous auriez dû faire des événements dans les parcs, vous auriez dû faire du porte-à-porte, vous auriez dû faire de la pub payante dans des journaux, que n'importe qui lit. Je me souviens que je parlais de ça avec mon père récemment, que lui, il faisait de la pub sur il faisait des pubs sur des napperons dans les restaurants pour faire des awareness, dans le fond, puis ça coûtait super cher, les pages jaunes, tout ça. Maintenant, on a un outil qui est ultra puissant, qui est gratuit. Tu as juste besoin de faire des actions. C'est les réseaux sociaux. Donc, déjà là, juste d'être là, ces réseaux sociaux, puis plein de monde, c'est comme moi, j'ai juste 500 abonnés. Hey, mets 500 abonnés d'une place, là, c'est beaucoup de monde, 500 abonnés. Là.
Donc, vous pouvez rejoindre beaucoup de monde sans faire tant d'efforts que ça. Tu es chez vous, tu ouvres ta caméra ou tu écris. Comme, c'est vraiment pas compliqué. Puis, si vous avez fait déjà du porte-à-porte, ne serait-ce que, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, j'étais dans les scouts, puis il fallait vendre des chocolats puis des affaires à toutes les années. Puis moi, j'ai été là-dedans comme 5 ans. Puis c'était le moment que je détestais le plus. Parce que moi, j'ai un petit village. On peut appeler ça un village. Là. La seule affaire qu'il y a, c'était une église, puis un mini dépanneur. Là. Puis l'affaire, c'est que les maisons, ben des fois, ça me prenait 20 minutes en vélo me rendre d'une maison à l'autre. Là. Puis c'est plus souvent ça. Fait que, l'affaire, c'est que je partais pendant genre 4 heures de temps, puis je cognais genre 12 portes. Là, tu sais. Puis l'affaire, ben, c'est que faut que. C'est beaucoup d'efforts, là, faire du porte-à-porte. Puis vous allez avoir beaucoup de noms. Puis là, quand t'es jeune, tu vends le chocolat, c'est pas pire, mais si tu veux vendre ton service, fais le tour du bloc, je sais pas, va dans le quartier à Blainville, puis cogne des portes, ben vous allez avoir plein de monde qui répond pas, plein de monde qui vous fait la porte tourner, puis plein de monde qui vous dit des noms, puis il y a une couple de personnes qui vont dire oui. Donc, ça demande beaucoup d'efforts pour se faire connaître si on prend cette avenue-là, ce qui était ça avant. Fait que maintenant, c'est tellement rendu simple avec les réseaux sociaux que je pense que le monde sont juste rendus lazy. Ils sont comme, ouais, mais j'ai posté 3 fois cette semaine, pourquoi ça marche pas? Ben, c'est ça le problème. Tu as posté juste 3 fois, il faudrait que tu poses comme 3 fois par jour, puis tu parles à 300 personnes dans ta semaine, via les réseaux sociaux, dans le confort de ton divan chez vous, à juste jaser avec le monde. Fait que, hein, les réseaux sociaux, c'est. Puis, tu sais, il y a plein de trucs que je parle dans d'autres podcasts ou d'autres affaires sur des structures au niveau de comment faire les réseaux sociaux, mais juste de voir que c'est l'étape numéro 1, super simple à te faire connaître. Puis même si tu utilises de la publicité payante ou d'autres stratégies, ça reste que le monde va aller te faire des recherches sur les réseaux sociaux. Fait qu'au moins que tu aies une présence là, c'est vraiment la base de ça. Mais après ça, ben, dans les réseaux sociaux, tu dois avoir des skills ben, de copywriting puis de storytelling, donc puis de public speaking. Donc, comment tu t'exprimes en public, comment tu véhicules tes idées, est-ce que c'est clair, est-ce que le monde comprenne, est-ce qu'il y a de la valeur aussi, ce que tu fais. Donc, c'est toutes des choses à mettre en application et à faire. Après ça, ben, l'étape numéro 2, après d'avoir de la présence sur les réseaux sociaux, c'est des différentes stratégies. Donc, les stratégies, les réseaux sociaux, je vois ça comme des tactiques puis des stratégies. Donc, la différence entre les deux, la stratégie, par exemple, on prend un jeu d'échecs, mais dans les échecs, les Grandmasters, les meilleurs joueurs au monde, vont voir à peu près 25 coups d'avance. Donc, il y a une certaine stratégie qui vont se dire que, OK, je vais faire mon ouverture de telle façon, ce qui va m'amener à telle stratégie qui va me faire gagner. Et là, ben, la tactique, c'est chaque mouvement qu'ils vont faire est une tactique. Et ce qui arrive, c'est qu'on a une stratégie qui est globale, on s'en va dans une direction, et la tactique ben, va s'ajuster dépendant de l'opposant, qu'est-ce qu'il va faire comme move. Donc, moi, je fais une ouverture X, lui, il fait une ouverture Y. Oh, je ne pensais pas qu'il allait faire ça. OK, je vais rectifier mes prochaines tactiques pour continuer à avoir ma stratégie. Le marketing, c'est la même affaire. Vous allez avoir une stratégie qui est de convertir le monde on les passe dans un tunnel. Fait que le tunnel, ça peut être super simple, ça peut être je mets du contenu sur les réseaux sociaux, je parle à chaque personne qui s'abonne à ma page Instagram, puis je les amène vers une consultation gratuite. Stratégie super simple. Mais la tactique de réseaux sociaux, ben c'est quoi la tactique? C'est les différentes tactiques qui font en sorte qu'on peut amener du monde à jaser avec le monde et après ça, les amener vers un appel. Donc, au niveau des stratégies, ben, il y a plein de stratégies, mais c'est d'en prendre une, de la tester puis de l'optimiser. Donc, ce matin, je parlais avec Alex, qui a un gym dans le coin du Saguenay. Je me trompe tout le temps entre Amos et Alma. C'est Alma, si je ne me trompe pas. Et dans le fond, ben, on parlait de sa stratégie, ben, ça va être de faire un essai gratuit à son gym. Donc là, tout ce qu'on fait là présentement, ben, c'est pour, à l'automne, lancer sa stratégie qui va être la stratégie globale qu'ils vont utiliser toujours. Et on va avoir des tactiques à travers ça. Fait que, stratégie, ça peut être justement des essais gratuits, ça peut être des consultations gratuites, ça peut être des défis, ça peut être des webinaires, ça peut être des semaines de coaching, ça peut être. Il y a plusieurs stratégies qui existent, des groupes Facebook gratuits. Toute stratégie fonctionne, il faut juste être all-in avec une stratégie et tester, optimiser, puis constamment faire évoluer cette stratégie-là. Parce que moi, j'étais le king avant de me garrocher dans plusieurs stratégies, d'essayer des nouvelles affaires. Par contre, il faut voir qu'est-ce qui fonctionne. C'est bon essayer, mais voir qu'est-ce qui fonctionne, puis vraiment aller all-in dans cette stratégie-là pour pouvoir l'optimiser par la suite. Et là, ben, en fait, quand on continue dans le marketing, après ça, on peut tomber dans cette stratégie-là, la mettre payante, de mettre de la publicité, puis commencer à mettre de l'huile sur le feu. Puis ensuite de ça, le next step, c'est d'avoir différentes stratégies. Donc, on peut avoir une stratégie, par exemple, de webinaire, on peut avoir une stratégie de
de défis gratuits. On peut avoir plusieurs stratégies qu'on va faire. Mais le but, c'est de faire connaître notre marque puis d'amener du monde qui ne vous connaisse pas, du monde qui vous connaisse. C'est aussi simple que ça, le marketing. T'amènes un inconnu à acheter tes trucs puis à devenir un client qui a du succès puis qui parle de vous à tout le monde. Et ensuite de ça, la vente, c'est beaucoup plus narrow, si on veut. Donc, la vente, c'est vraiment la communication puis comment tu amènes les gens à faire les réalisations qu'ils doivent acheter le service. Puis pour moi, la vente, ce n'est pas une question de pression, c'est une question de filtre. On veut filtrer les bonnes personnes dans notre service pour s'assurer que les gens qui vont rentrer avec nous vont avoir des résultats. Donc, on va avoir des critères de sélection, mais on doit aussi savoir que si j'ai quelqu'un qui fit dans mes critères, mais qui ne veut pas acheter présentement parce qu'il y a des objections, whatever, il faut être capable de poser les bonnes questions pour que cette personne-là réalise par elle-même que justement, c'est la bonne affaire puis qu'elle soit comme « Hey, je suis allé dans le processus, c'est vrai, je vais y aller. » Parce qu'il y a deux types d'objections potentielles. Il y a la logistique, puis il y a la peur. Et la peur, c'est en fait que le monde, ils sont pas à l'aise à faire l'investissement, puis là, ça va sortir, ça va découler plein d'objections dont je vais y passer, je vais parler à ma femme, c'est trop cher, blablabla. La logistique, c'est, bon, là, je veux commencer à m'entraîner, je suis all-in avec le prix, c'est good, sauf que là, je m'en vais 3 semaines en vacances, puis après ça, là, il y a telle affaire, puis là, j'achète ma maison, puis tout, c'est une question de logistique, puis de comme, OK, comment je peux faire fonctionner ça? Et c'est deux approches complètement différentes en vente. Il y a une approche d'une objection de peur et de logistique. Parce que si tu commences à gérer une objection de peur, de logistique par la peur, donc tu te dis, la personne est comme moi, je m'en vais en vacances pendant 3 semaines, puis tout est du style, rentre dedans, puis t'es comme, là, tu vas attendre 3 semaines avant d'atteindre tes objectifs, puis whatever quoi. Moi, si je suis en mode, je vois comment je peux faire, moi, en niveau logistique, puis tu me dis ça, je vais perdre toute confiance en toi. Là. Je vais dire, oh, tu m'écoutes pas, là. Genre, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Là. Je dois mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment important de distinguer les deux. Et justement, si on a une logistique, on va juste être en mode solution avec la personne. Plutôt qu'être en mode poser des questions pour voir c'est quoi la peur en arrière de ça. Parce que chaque gros investissement qu'on fait dans notre vie, que tu achètes une maison, que tu investis dans un coaching de business ou dans un coach de fitness, il y a tout le temps une certaine incertitude. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que... Puis souvent, les gens, on a peur de nous. En fait, c'est nous qu'on a de l'incertitude beaucoup plus que le service ou le produit. C'est est-ce que je vais suivre mon plan? Est-ce que je vais faire ce qui est demandé? Est-ce que je suis prêt à vivre avec cette pression-là que je me mets d'avoir un coach? La pression monétaire que je me mets, tout ça. Donc, et c'est ça qu'on va filtrer en vente. Et ça, c'est un skill set qui, vous pouvez étudier ça toute votre vie. Il y en a qui le font puis qui deviennent des masters. Mais sachez que c'est de quoi de tellement important pour votre business d'apprendre les bases de communication puis de vente. Je vous suggère fortement d'aller suivre Jeremy Miner sur Instagram, sur YouTube. Il fait plein de contenu sur justement une approche qui est beaucoup plus axée sur la psychologie en vente. Donc maintenant, vous êtes capable de générer des prospects et aussi des closés. Parce que c'est beau générer une tonne de prospects. Sauf qu'après ça, si on n'est pas de closer ces gens-là, puis de poser les bonnes questions, puis d'avoir une bonne expérience de vente, on ne va pas plus augmenter notre chiffre d'affaires, puis grossir notre business, puis aider plus de monde. Right? Parce qu'ultimement, les gens qui n'achètent pas, ils vont probablement aller voir quelqu'un d'autre. Puis, petite histoire là-dessus, quand j'ai réalisé l'impact de la vente, dans le fond, mon premier gym que j'ai ouvert s'appelait la H2 Performance en 2013 avec un de mes partners. Puis en 2015, j'ai vendu mes parts, mais je suis resté comme locataire dans ce gym-là jusqu'en 2019, en fait. Fait que j'ai quand même resté un bon bout là-bas. On a gardé une bonne relation pendant ces années-là avec Alex. Puis je me souviens qu'il y avait un client, puis on était, mettons, je pense que le plus haut, il y avait 8 entraîneurs dans ce gym-là. Là. Je pense qu'à un moment donné, on louait tous des bureaux. Là. Puis c'est ça, parce qu'à un moment donné aussi, on était plus parce que moi, j'avais 3 personnes qui travaillaient pour moi, donc je louais 2 bureaux. Il y avait Phil aussi, que vous avez déjà entendu sur le podcast, qu'on s'est connus là-bas, qui avait des bureaux. Il y avait Guillaume Moucher aussi, qui avait des bureaux là-bas, qui avait commencé à avoir du staff. Donc là, on commençait vraiment à avoir beaucoup de monde. Puis à un moment donné, je me souviens qu'il y a un client, un prospect qui vient me voir, il dit « Ah, je te suis sur les réseaux sociaux, puis tout ça. » Puis dans le fond, il rentre, puis je parle de ce que je fais, puis t'es-tu intéressé? Non. Je vais y penser, puis je te reviens. Ah, good, parfait. Puis finalement, 2-3 semaines plus tard, je le vois dans le gym. Je suis comme, hey, il est venu me voir, lui. Mais finalement, il avait signé quelqu'un d'autre dans ce gym-là. Puis je me souviens plus c'est qui, mais il avait signé quelqu'un d'autre.
Puis dans le fond, je savais que cette personne-là chargeait même plus cher que moi. Puis j'étais comme, what the fuck, comment ça que c'est bien plus vu. Puis j'avais la forte conviction que le service que je donnais, j'étais comme crème. Il y avait tout ce qu'il y avait besoin en venant avec moi. Puis j'avais l'impression que la personne, dans ce temps-là, le service était moins bon. Puis what the fuck, ben en fait, c'est parce que. Puis après ça, je disais, hey, t'as closé telle personne, moi. Puis il disait, hey, ça a été tough, il y avait beaucoup d'objections, mais il est vraiment content à cette heure d'avoir commencé, puis il a full de bons résultats, tu sais. Puis j'étais comme, OK, mais dans le fond, là, j'ai pas aidé la personne. Là, elle va peut-être aller dans un service qui est moins bon, juste parce que la personne a des compétences meilleures en vente que moi, puis elle était capable de le closer, tu sais. Et c'est là que j'ai réalisé l'impact de si tu veux réellement aider les gens, ben tu vas devenir bon en vente. Puis même si la connotation de vente est négative, comprendre que le but, c'est d'aider les gens, puis ça va être juste une conversation d'humain à humain, juste de poser des bonnes questions pour avoir des réalisations avec la personne puis qu'elle veut acheter par la suite. Donc ça, c'était le deuxième point. Si tu veux scaler jusqu'à 100 000, il faut que tu deviennes bon en marketing, tu suis les étapes aussi, puis tu deviennes bon en vente. C'est un non négociable. Puis c'est pas vrai que tu vas t'engager quelqu'un en vente qui va changer ta vie, puis tu vas t'engager quelqu'un en marketing qui va changer ta vie, parce que guess what? Il y a des gens qu'il va falloir que tu mettes dehors, il y a des gens qu'il va falloir qu'ils s'en aillent, qui vont partir, puis que si tu es à la merci d'une seule personne, elle va le savoir, first la personne, puis elle va pouvoir négocier avec toi son salaire, ses conditions, elle va pouvoir être une merde. Si ça continue à closer, tu vas vouloir la garder parce que tu es comme ici et pas là si je peux pas rien faire. Et là, ben, tu deviens à la merci du monde qui travaille pour toi. Donc, tu sais, un bon CEO, un bon PDG d'une entreprise, selon moi, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire dans son entreprise. Est-ce qu'il va tout faire? Non. Sauf que si un closer s'en va, il va être capable de le remplacer en attendant de trouver un autre closer. Ça va pas avoir un impact négatif. Surtout d'une PME on est en croissance, vous êtes en bas de 15 employés, là, vous allez avoir à jumper in quand il y a un shit show qui arrive. Par contre, si vous êtes ultimement, vous êtes un investisseur dans une compagnie, vous êtes comme, hey, moi, je me souviens de Dan Martell parler de ça, que lui, s'il investit dans un restaurant, puis ça devient une des compagnies de son portfolio, puis il y a un cuisinier qui ne rentre pas ou qui est plus là, il va juste engager un autre cuisinier. Sauf que l'affaire, c'est à ce niveau-là, ben, tu as les ressources monétaires pour être capable d'aller régler ce problème-là rapidement. Tandis que dans l'industrie du coaching, c'est peut-être une croyance, mais ça reste que tu vas être capable de garder beaucoup plus de clients, si tu es capable de jump in, de régler le problème, tout ça, ou de continuer ta croissance d'entreprise. Quand ton closer s'en va, ben garde, je le remplace. Pendant ce temps-là, j'en trouve un autre, mais je suis capable de buffer pendant un certain moment donné. Donc, c'est important d'être généraliste dans tout, d'être capable d'être bon dans chaque affaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis la deuxième étape, c'est les marketing et les ventes. La troisième étape, on va stacker ça. Fait que le premier, là, c'est d'être un bon entraîneur, un bon coach. Après ça, on devient meilleur en marketing par vente. Donc là, on va avoir beaucoup de leads et ça va faire en sorte qu'on va commencer à manquer de temps. Donc là, on va se mettre à engager du staff. Et le troisième point, c'est les opérations. Donc, c'est d'avoir des systèmes et des procédures au niveau du délivrable de votre service. Parce qu'il va arriver à un certain moment donné, c'est que vous allez avoir trop de clients. Vous allez engager une personne en admin qui va vous aider avec toute la paperasse, toutes les affaires. Vous allez engager quelqu'un qui va faire votre montage vidéo, puis vos trucs de même. Mais tôt ou tard, il va falloir que vous déléguez aussi au niveau des opérations. Puis je vous dirais, quand vous allez être rendu à 15 000 par mois environ récurrent, là, un coach, ça fait du sens. En bas de ça, sérieusement, vous avez juste besoin d'optimisation, vous n'avez pas besoin d'engager un coach. Et à ce moment-là, au niveau des opérations, bien, c'est s'assurer que dans la croissance qu'on va avoir jusqu'à 100 000, on veut un maintien et même une amélioration au niveau du service client. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite quand on a scalé. On a passé de 275 000. Après ça, on a fait 750 000, 1,6, puis après ça, 2 millions, 2 points cuc, presque 2,1 à travers les années. Puis dans le gap entre 275 000 et 750 000 par année, on a été bien vite. J'ai engagé des coachs, tout ça, mais il n'y avait pas de procédure, il n'y avait pas. Puis la qualité du service a diminué parce que tout le monde faisait un peu leur façon de leur faire. Tu sais, moi, j'avais mis des affaires en place. Je disais, regarde, voici le check-in, voici les affaires, c'est de même qu'on fonctionne, mais il n'y avait pas de management pour s'assurer que les choses soient faites. Donc, on veut s'assurer que dans la croissance, on maintient les procédures, les KPI, les systèmes, on s'assure que tout est clair et tout est fait pour qu'on uniforme le service. Pourquoi uniformiser le service? Parce que c'est votre nom au bout de la ligne. C'est votre business et si avec tel coach, c'est moins bon, avec tel coach, il répond en dedans de 48 heures, 72 heures ses messages, quand il y en a un autre qui fait 12 heures de réponse, puis tout ça, bien, ça fait en sorte que le service n'est pas uniforme et qu'il va y avoir du monde qui va être déçu. Puis là, tu vas avoir un turnover,
Là, tu vas dire, hey, on a perdu 12 clients ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas de standard. OK, mais là, 12 clients, mais c'est peut-être tout avec la même personne ou c'est peut-être que telle personne a des résultats, telle personne n'a pas de résultats. Puis ça fait en sorte que ça devient en sorte que votre compagnie va toujours être aussi bonne que le maillon le plus faible, qui est l'employé qui est le moins structuré dans ses affaires, qui est le moins bon à suivre les procédures. Donc, on veut la standardisation. Si tu regardes toutes les compagnies, tu t'en vas chez Cora, mais chez Cora, déjeuner, pour les Français, ben ça va être c'est un restaurant déjeuner que c'est partout pareil au Canada. Tu vas rentrer, il y a des coques partout, il y a des poules partout, là, les décorations, le look va être le même, puis la bouffe va être la même. Ça va être préparé de la même façon, ils ont des recettes, puis on s'assure que n'importe quel client va être servi de la même façon. Chez Starbucks, ils changent souvent pas souvent, mais il y a eu des changements. Mais maintenant, si vous allez chez Starbucks, c'est hey, salut, je pense qu'ils disent leur nom, comment ça va? Tu te demandes comment ça va, ça? Dans toutes les Starbucks, pas mal que j'ai fait. En fait, j'en ai pas, je ne suis pas un avide de Starbucks, là, je ne vais pas tout le temps. Mais dans les derniers 3-4 mois, à toutes les fois qu'on y était, je me suis demandé comment ça allait. Donc là, c'est une procédure, un standard qu'ils ont mis que ça différencie first de la compétition. Puis deuxièmement, mais c'est partout pareil. C'est comme ça fait professionnel. Je me sens important quand j'arrive là parce que maintenant, comment ça. Fait que, et d'avoir aussi des indices de performance clés. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un coach fait bien sa job? Qu'est-ce qui fait en sorte que les clients atteignent leur objectif? Qu'est-ce qui fait en sorte que tes ventes vont bien, ton marketing? Donc, d'avoir des indices de performance clés dans chaque département pour t'assurer que quand plus ta croissance va avancer, plus on maintient la qualité de ce qu'on fait. Puis, ça va être le shit show, puis il va y avoir du chaos à travers ça. C'est normal. Tu ne peux pas t'attendre à scaler vite, puis que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y a rien qui pète. Tout va péter, mais on veut s'assurer tu sais, mon but avec tout ce que je vous donne comme contenu, c'est de vous assurer que vous ne faites pas les erreurs que j'ai faites, puis que aussi les bons coups que j'ai faits, on les mette en place pour que vous, c'est scaler plus vite, plus efficace, puis avoir moins de chaos à travers ça. Fait que vraiment, là, la troisième étape, on rentre des leads, on les close, mais on s'assure que les opérations soient ultra solides, le onboarding soit solide, puis qu'on ait des processus, des standards et des indices de performance clés pour vos opérations. Et le point numéro 4, ça dépend des gens, mais la plupart des gens ne vont pas se rendre à 100 000 par mois en étant le seul gérant de tout ce beau monde-là. Parce qu'à 100 000 par mois, tu vas avoir environ entre 10 et 15 employés à ce moment-là. Puis si tu veux continuer à faire de la croissance, avoir de la liberté à travers ça, puis pas être un pompier plutôt qu'un entrepreneur, donc gérer les problèmes à la semaine longue, il va falloir que tu aies du monde en place pour gérer certains aspects. Parce que pour être un bon manager, avec un background comme entraîneur, puis comme il n'y a personne, je pense, qui étudie en management, puis que c'est ça sa passion, là, plus tout le reste que tu as besoin de faire, là, si tu es capable de gérer 3-4 personnes maximum directement, là, ça va être la bonne affaire. Okay? Il y en a qui sont capables de gérer des dizaines de personnes, mais la majorité du monde que je parle, surtout si tu es plus un visionnaire que le fondateur, que tu avances la compagnie, le but, c'est de ne pas gérer tout le monde. Okay? Ça devient vraiment un gros shit show. Donc, le quatrième point, c'est leadership, management, accountability. Donc, le leadership, c'est d'être capable de leader ton équipe, mais aussi de développer le leadership de certaines personnes qui vont prendre des postes de gestion. Donc, directeur des opérations, directeur des ventes, directeur marketing, directeur finance, c'est des postes de gestion. Tu vas peut-être avoir un entraîneur-chef aussi. Donc, c'est de développer ces humains-là pour qu'eux développent leur propre équipe, puis que toi, tu puisses être plus en mode « je scale la business, je continue à croître cette business-là, j'innove ou je mets en place des affaires pour pouvoir avoir du temps pour faire d'autres affaires. » Le leadership, c'est la distinction de le leadership et le management, des fois, c'est peut-être mal compris. Puis moi, c'est de quoi que je ne comprenais pas vraiment avant. C'est que le leadership, c'est, je vois ça comme dans un bateau. Le bateau, OK, c'est votre business, puis le leader de la business va grimper sur le poteau, sur le bateau de pirate, là. Puis en haut, va regarder au loin et va dire « Hey, je vois une île là-bas, c'est notre vision. Hey, let's go, on s'en va par là, ça va être malade. » Et le management, c'est de descendre dans le bateau, puis là, de s'assurer que tout le monde rame en même temps, qu'il n'y a pas de fuite dans le bateau, que s'il arrive, il y a un feu qui part, qu'on peut se l'éteindre, on va aller manager. Donc, on va s'assurer que le monde fasse ce qu'ils ont à faire. On va s'assurer que les projets avancent, puis on va s'assurer qu'il y a de la structure à travers ça, que c'est pas le chaos, puis que la culture de cette business-là, de ce bateau-là, que ce soit pas que le monde rame pendant 2 minutes, puis après ça, ils prennent un break, puis si c'est ça le bateau que tu vas avoir, c'est correct aussi, puis c'est la culture, c'est un autre sujet en soi.
Mais le management, c'est s'assurer que les gens font ce qu'ils ont à faire et que les projets avancent. Et le leadership et le management ensemble va créer de l'accountability. L'accountability qui est de la redevabilité puis de l'imputabilité. Donc, si tu es un entraîneur, je vais parler quand on avait Quantum, si tu es un entraîneur chez nous, ben, tu étais imputable des résultats de tes clients, du renouvellement de clients, puis aussi des références que les clients vont te donner. T'sais. Fait que, le leadership et le management amènent du pouvoir aux gens et amènent aussi une imputabilité de dire comme hey, ma job, moi j'ai telle affaire à atteindre, puis je dois l'atteindre. Ça fait en sorte que si on est capable, plus on est capable d'avoir d'accountability dans une compagnie, plus on est moins le sauveur à essayer de gérer tout. Puis j'entends 1000 fois, là, tu sais, ah, mais c'est pas fait comme que je voudrais, fait que je l'ai fait à leur place. C'est normal, parce que là, tu n'as pas bâti du leadership, tu n'as pas managé ton monde comme il faut. Tu as juste fait la job à leur place. Ce n'est pas du managing, ça. C'est genre, tasse-toi, moi le faire. Ça tue le leadership des gens. Donc, à ce moment-là, vous devez vous devez devenir un meilleur leader, améliorer votre communication, améliorer votre leadership. On doit parler de la façon la plus claire possible pour que les gens comprennent notre vision puis ce qu'on veut qu'il soit accompli et aussi de la façon que quand quelqu'un fait quelque chose de pas correct, comment on l'adresse, comment qu'on parle aux gens, comment on les motive. Puis pour avoir une culture gagnante, on veut 3 E. On veut que les gens soient engagés, on veut que les gens soient énergisés et on veut que les gens se sentent enabled, donc ils se sentent compétents. Donc 3 E, c'est parce que ça sonne même, c'est en anglais. Donc, on doit bâtir la compétence des gens, on doit bâtir l'engagement des gens, puis on doit bâtir qu'ils sont énergisés de venir travailler. Et ça passe par les gens pour qu'ils se sentent énergisés puis engagés. Il faut que la mission leur parle, puis il faut aussi qu'ils se sentent compétents dans leur rôle. Fait que si tu es tout le temps de leur taper sur la tête, de leur dire « Tasse-toi, moi le faire à leur place », qu'est-ce que tu fais? Mais tu tues ces 3 E-là. Et ça fait en sorte que tu deviens une personne avec un paquet d'employés, puis toi, tu fais tout, mais eux, ils sont juste des exécutants, puis ils touchent à rien, puis ils n'ont aucunement de leadership dans leur rôle. Et ça fait en sorte que les gens vont juste s'en aller par la suite, tout simplement. Donc, il faut que vous deveniez un meilleur leader, un meilleur manager. Il faut que vous soyez, first, un meilleur leader et manager pour vous-même. Et à travers ça, il faut que vous développiez des leaders au sein de votre entreprise. À part si vous voulez travailler 80 heures par semaine, faire 100 000 par mois, là, développez pas de leader, mais si vous voulez avoir une business qui roule sans vous, puis que vous pouvez avoir de l'option et plus de liberté à travers ça, vous devez bâtir des leaders, des directeurs, un intégrateur qui va être un CEO de la compagnie aussi graduellement. Donc c'est ça, fait que c'est les 4 étapes clés. On fait un recap pour passer de 0 à 100 000 par mois. La première étape, c'est de devenir un bon entraîneur. Ensuite de ça, un bon coach. Ensuite de ça, deuxième étape, marketing, vente, devenir solide là-dedans. Et continuer à devenir solide à travers le temps. Ensuite de ça, on parle d'opération, avoir des KPI, des standards de qualité et des processus clés. Et finalement, de bâtir des leaders à l'intérieur de votre entreprise et aussi d'avoir un système de management pour s'assurer que votre bateau s'en va dans la bonne direction, qu'on a une vision qui motive tout le monde à pagayer, qui aussi qu'on en parle, qu'on ait une bonne culture, que les valeurs de ce bateau-là soient claires avec les gens. Et aussi, que tout le monde on s'assure que tout le monde rame dans la même direction en équipe à travers tout ça. Donc c'est ce qui fait le tour. Puis, à travers ça, il faut continuer à ce que vous soyez un bon entraîneur puis vous puissiez aider vos coachs à devenir des bons entraîneurs. Ensuite de ça, il faut continuer à générer des leads puis devenir bon en vente puis savoir aussi c'est quoi un bon vendeur, c'est quoi un bon marketeur pour engager les bonnes personnes. Puis après ça, vos systèmes d'opération, il faut tout le temps les optimiser aussi. Donc, c'est pas étape 1, OK, c'est check, on a fini. C'est vraiment étape 1, puis on stack une par-dessus l'autre, puis on améliore tout à travers le temps. OK, si t'as aimé le podcast aujourd'hui, n'oubliez pas de t'abonner sur la chaîne YouTube, de t'abonner sur Spotify et laisser un petit commentaire sur Apple aussi si t'aimes ça, un petit 5 étoiles. Et sur ce, on se parle dans un prochain podcast. Bye!